Bonsoir à tous, il est 20h à Abidjan. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 7 novembre. À la une ce soir, le vice-président au 5e congrès des historiens africains. Pendant 4 jours, les acteurs vont réfléchir à la redynamisation de leur association, mais surtout à leur contribution à l'émancipation des peuples africains. Et ce soir, on va emprunter l'autoroute du Nord avec les 2 postes à péage qui rapportent 10 milliards de francs CFA chaque année. Constat fait par le directeur général du Fonds d'entretien routier et ses partenaires 4 ans après la livraison de l'autoroute. Dans ce 20h également, l'ouverture du Forum africain pour les investissements en Afrique du Sud. Plus de 344 000 milliards de francs CFA pour couvrir les besoins en développement de l'Afrique. Les précisions de nos envoyés spéciaux à Johannesburg dans cette édition. Et enfin, on parlera du premier tour de la présidentielle à Madagascar. Un seul fauteuil pour 36 candidats, dont 3 anciens chefs d'État qui font figure de favoris dans ce pays à l'histoire politique mouvementée. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous recevons d'abord le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, pour parler de la grève dans le secteur de la santé. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Nafi. Vous avez certainement une déclaration sur le sujet. Déclaration du gouvernement relative au mouvement de grève d'une coordination de syndicats du secteur de la santé dénommée Cordis Santé. Le lundi 5 novembre 2018, des syndicats de personnel de la santé, réunis au sein d'une coordination dénommée Cordis Santé, ont entamé un mouvement de grève sur la base de 29 points de revendication regroupés en 5 axes à caractère financier, administratif, académique, professionnel et technique. Informé du mot d'ordre de cette grève, le gouvernement a intensifié des rencontres d'échange avec les 2 syndicats, étant entendu que le dialogue n'a jamais été rompu avec ceux-ci. En effet, plusieurs rencontres, dont un atelier, se sont tenues sous l'égide du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. 2 autres réunions ont également eu lieu les dimanches 4 et lundi 5 novembre 2018 avec ces syndicats de la santé, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, sous la présidence du ministre de la fonction publique. Il est à noter qu'à l'issue de ces différentes rencontres, plusieurs points de ces revendications ont été satisfaits. Aussi, les autorités gouvernementales ont appelé les syndicalistes à faire preuve de responsabilité et à lever le mot d'ordre de grève. Malgré cette volonté manifeste du gouvernement à privilégier la voie du dialogue approprié à l'examen des autres points de revendication, ils n'ont pu entendre raison. Au surplus, le gouvernement s'étonne que les membres de la Cordis Santé, bien qu'ayant bénéficié des acquis du protocole d'accord portant trêve sociale, notamment le paiement du stock des aérés, la bonification indiciaire, veuille remettre en cause les clauses de la dite trêve sociale. Et pourtant, conformément aux dispositions de la loi n° 92-571 du 11 septembre 1992, fixant les modalités de la grève dans les services publics et des articles 3 et 5 du protocole d'accord portant trêve sociale, signé le 17 août 2017, cette grève est totalement illégale. C'est pourquoi, premièrement, le gouvernement invite Cordis Santé à mettre fin sans délai à la grève et à revenir à la table des négociations conformément au protocole d'accord portant trêve sociale. Deuxièmement, le gouvernement lance un appel à l'endroit des centrales syndicales et des faîtières de syndicats afin de jouer pleinement leur partition pour le respect de leurs engagements pris dans le cadre du protocole d'accord portant trêve sociale. Troisièmement, le gouvernement entend immédiatement prendre à cet effet
des mesures prévues par des dispositions légales et réglementaires, à savoir de la réduction proportionnelle à la suspension intégrale de la solde des grévistes, la réquisition du personnel de santé pour assurer le fonctionnement régulier des services publics de santé au profit des populations, la révocation des grévistes récalcitrants, des poursuites pénales à l'encontre des grévistes auteurs de violences et de voies de fait. Fait à Abidjan le 07 novembre 2018. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre, pour votre déclaration sur la grève qui secoue en ce moment le secteur de la santé. On s'intéresse maintenant au conclave des historiens africains à Yamoussoukro. Pendant 4 jours, ils vont réfléchir à la redynamisation de leur association. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan représentait à ce rendez-vous le chef de l'État. Nous l'écoutons. Permettez-moi donc de partager modestement avec vous quelques-uns des nombreux défis de notre continent. Défis dont certains connaissent une acuité nouvelle et souvent dramatique, car les intellectuels africains, d'une manière générale, et les historiens en particulier, doivent se les approprier constamment dans leurs analyses et réflexions afin d'aider les dirigeants africains à les relever ces défis. Premièrement, la sécurité. Deuxièmement, la paix et la stabilité politique, condition préalable à tout développement. Troisièmement, la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l'homme, la justice et l'état de droit. Quatrièmement, une croissance inclusive et un développement durable. Le 5e défi, et non des moindres, concerne l'investissement dans le capital humain, et particulièrement le capital jeune, à travers l'éducation, la formation, mais aussi on oublie souvent l'alphabétisation des adultes. C'était là un extrait du discours du vice-président au conclave des historiens africains à Yamoussoukro. Nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions. Le ministre d'État, ministre de la Défense au quartier Bokabo, Ahmed Bakayoko, est allé apporter le soutien du gouvernement aux populations victimes des récentes pluies qui se sont abattues sur Abidjan. Il a annoncé des mesures pour l'évacuation des eaux. Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, apporte le soutien et la compassion du gouvernement aux populations du sous-quartier de Bokabo dans la commune d'Abobo, touchées par les pluies qui se sont abattues le lundi dernier à Abidjan. Des ruelles rendues impraticables, des quartiers coupés à la circulation et du reste de la ville. Véritable problème pour les habitants du quartier de Bokabo, dont des cours ont été inondés. Il y a eu une urgence, il y a une situation particulière en tant que responsable politique, en tant que maire élu, avant mon installation déjà, me rendre compte de la situation. Par ailleurs, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a pu se faire une idée du fonctionnement des bassins d'orage dans la commune. Abobo est un plateau élevé. J'ai vu qu'il y a à peu près 22 bassins d'orage, dont 11 qui sont aménagés. Donc il y a encore 11 à aménager. Et nous allons donc inscrire ces préoccupations dans nos priorités parce que ça cause beaucoup de problèmes aux populations, des problèmes de santé. Je suis attaché à faire en sorte que nos populations vivent dans des meilleures conditions. Une visite qui aura permis au ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, de toucher du doigt les préoccupations des populations d'Abobo. On part directement sur l'autoroute du Nord où les 2 postes à péage rapportent 10 milliards de francs CFA. Le directeur général du Fonds d'entretien routier et ses partenaires ont fait le point 4 ans après la livraison de l'autoroute. Francis Boifo pour plus de détails. Autoroute du Nord, c'est l'une des grandes voies de la Côte d'Ivoire. Les statistiques indiquent 8000 véhicules en circulation par jour entre Abidjan et Yamoussoukro avec 2 postes à péage. Dans le budget actuellement du Fonds d'entretien routier, vous avez près de 10 milliards que nous avons annuellement dans le péage. Mais ces ressources servent essentiellement à rembourser le prêt contracté pour la réhabilitation du tronçon Abidjan-Sengrobo qui s'est opéré en 2014. Mais également au fonctionnement, mais ensuite à la gestion des autres problèmes que nous constatons sur l'autoroute. Pour gérer le flux de véhicules au quotidien, de nouveaux équipements ont été installés au poste à péage d'Atingué et de Sengrobo. J'ai trouvé que
des accords et des paiements avaient été faits pour l'équipement des postes de péage de Grand Bassam. Et ces postes n'étant pas ouverts au péage, nous avons récupéré ces équipements et faire des investissements complémentaires à hauteur de 3 milliards pour qu'effectivement nous puissions réhabiliter les postes de péage de Atengue et Sengrobo et Tomassé et Moapé. Et maintenant, nous allons lancer incessamment, certainement le mois prochain, le chantier de Grand Bassam. La Côte d'Ivoire bénéficie de l'expertise technique du Maroc dans la construction et la gestion des autoroutes, ainsi que des postes à péage. Ce mercredi, des experts du royaume chérifien étaient sur le terrain pour évaluer le système de prélèvement des taxes au passage des véhicules. Nous avons noté quelques problèmes de fissuration qui sont tout à fait normaux avec la dérive de chaussée. Je précise qu'il faut intervenir tôt, parce que si on intervient un petit peu tard, c'est le coût qui devient très élevé. Nous avons également examiné lors de cette mission le système de payage qu'il y a. C'est le système qu'il faut avoir. Maintenant, il y a des axes d'amélioration. Nous, au niveau de Maroc, on avait passé par un certain nombre de difficultés. On a trouvé la solution et aujourd'hui, notre mission, c'est d'échanger toute cette expérience. Ces experts marocains sont en Côte d'Ivoire pour prendre également part au Salon des infrastructures d'Abidjan. L'événement démarre ce jeudi 8 pour s'achever le samedi 10 novembre prochain. Une visite et des décisions importantes. Le directeur général du Fonds d'entretien routier annonce que les occupations anarchiques le long de l'autoroute du Nord seront détruites pour faciliter une bonne gestion de l'ouvrage. Des travaux bientôt sur l'autoroute pouvant entraîner des déguerpissements de sociétés. On reste toujours avec Francis Boifo. Bientôt, des travaux d'entretien à certains endroits de l'autoroute du Nord et la construction de nouvelles infrastructures le long de la voie pour faciliter le stationnement des véhicules et améliorer la sécurité des usagers. Cette annonce du directeur général du Fonds d'entretien routier FER entraîne des mesures vigoureuses allant jusqu'à la destruction de certaines sociétés. En tout cas, pour celles qui n'auraient pas respecté les normes. L'emprise de l'autoroute part de 100 mètres de l'axe de l'autoroute, de part et d'autre, quand nous sommes en ville, mais également 500 mètres dans les périurbains et 1 km dans la zone rurale et en rase campagne. Aujourd'hui, nous constatons une occupation sauvage du domaine concédé au Fonds d'entretien routier par des entreprises sans l'autorisation du Fonds d'entretien routier. Un cabinet est commis pour répertorier toutes les entreprises installées dans ces domaines parce qu'il y a malheureusement des entrées et des sorties sauvages qui peuvent provoquer des accidents. Non seulement cela, mais également il y a des droits d'occupation de domaines publics qui vont être prélevés à compter du 1er janvier 2019. Il est également annoncé la mise en place d'une brigade de sécurité pour empêcher les installations anarchiques aux abords des voies et mieux assurer la sécurité des automobilistes et autres usagers. L'autoroute nous conduit à Thiébissou et Boaké où des travaux seront aussi lancés. Long de 95 km, les travaux de l'autoroute Thiébissou-Boaké vont débuter le 28 décembre, durer 36 mois. Des travaux financés par la coopération chinoise, coût plus de 165 milliards de francs CFA. Reportage Soro Corona. L'autoroute Thiébissou-Boaké est de 95 km. D'un coût de plus de 165 milliards de francs CFA, les travaux démarrent le 28 décembre 2018. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lancera officiellement les travaux de ce tronçon le 29 novembre prochain à Boaké. L'annonce a été faite aux autorités administratives et politiques de la région de Boaké. Lors du récent voyage du chef de l'État en Chine, il a signé beaucoup de conventions avec le président chinois. Parmi ces conventions, il y a celle qui finance le projet Thiébissou-Boaké. Les communes de Thiébissou, Guébounois et Boaké, traversées par l'autoroute, seront impactées positivement. Ces localités bénéficieront de quelques kilomètres de bitume. Une route secondaire sera également construite. L'autoroute va être déviée depuis juste avant Guébounois pour passer du côté d'Agnossou, sortir à Bamoro,
Mais la route secondaire elle-même, elle va être faite en voie express, à une route de 2 voies, 2 fois 2 voies, un boulevard jusqu'à Boaké. Élus locaux et populations saluent ce projet qui va impulser à la région du Gbeke un autre point de son développement. Tout acte de développement est bon à prendre. Et nous sommes heureux. On ne peut pas avoir meilleur acte de développement que la construction d'une route, de surcroît une autoroute. On va avoir du boulot. Et la transaction entre Boaké et les autres villes, ça sera plus fluide. Ça va donner un autre visage à Boaké, à la région de Gbeke, un autre souffle de développement. La réalisation de l'autoroute Thiébissou-Boaké va mobiliser 1200 ouvriers ivoiriens et chinois. Les travaux dureront 36 mois. L'infrastructure sera livrée dans le premier trimestre de l'année 2022. Direction l'Afrique du Sud pour parler de la première édition du Forum africain pour les investissements. Rendez-vous pour mobiliser plus de 344 000 milliards de francs CFA pour couvrir les besoins en développement de l'Afrique. Initiative de la Banque africaine de développement. Nos envoyés spéciaux à Johannesburg sont Assemia Ambroise et Jean-Luc Gbagbo. Le continent africain est reconnu pour sa richesse en opportunités d'investissement. Des opportunités qui ont toutefois du mal à se traduire en projets de développement durable et rentable. C'est pour combler le fossé entre le capital disponible en Afrique et les projets bancables que se tient ce premier marché de l'investissement. C'est une plateforme sur laquelle nous appelons les gouvernements, le secteur privé, les promoteurs de projets et les investisseurs pour accélérer les transactions. Financer les besoins en développement du continent exigerait plus de 344 000 milliards de francs CFA par an, d'après les estimations. Nous allons mettre au point des projets, réduire les risques de ces projets, accélérer les projets, boucler des transactions. Mais surtout, nous prenons l'engagement d'accélérer le développement de l'Afrique. Nous ne sommes pas ici pour parler d'aide, nous sommes ici pour parler de développement. Ce marché novateur de l'investissement réunit des promoteurs de projets, des fonds de pension, des investisseurs privés, des décideurs et des chefs de gouvernement afin de mobiliser des capitaux à même de transformer les secteurs économiques, agricoles et industriels de l'Afrique. C'est un forum important. Ici, l'opportunité est donnée aux pays de présenter les projets emblématiques, les projets importants, les projets porteurs, les projets structurants que les budgets ne peuvent pas supporter. L'accent est mis ici sur la conclusion et la signature d'accords, la sélection et l'amélioration des projets. Cet événement est surtout une plateforme pour attirer les co-investisseurs, faciliter les transactions afin de libérer des opportunités d'investissement. Un mot d'éducation dans cette édition avec la 9e conférence régionale de l'International de l'éducation à Grand Bassam. Cette rencontre régionale pour un meilleur secteur éducatif en Afrique, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a invité tous les acteurs à approfondir les discussions pour un meilleur secteur éducatif donc en Afrique. Moussa Koulibaly. Environ 400 délégués venus de 52 pays d'Afrique et plusieurs observateurs internationaux à Grand Bassam. Ils participent à la 9e conférence internationale de l'éducation Région Afrique. À cette rencontre, décideurs, acteurs, partenaires et syndicats de l'action éducative planchent sur des thématiques pour une école de qualité en Afrique. À l'ouverture des travaux, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, également parrain de cette édition, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a exhorté les participants à plus de responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions. La complexité des problèmes et l'urgence d'y apporter des réponses appropriées nous invitent à aller au-delà de nos missions respectives pour offrir le meilleur de nous-mêmes. Et ce, dans l'optique d'une pédagogie par l'exemple à tous les niveaux de responsabilité. Plusieurs défis restent encore à relever, mais les participants sont confiants face à la volonté du continent pour donner une éducation de qualité. Il y a beaucoup de défis, mais en même temps, il y a beaucoup de solidarité, de bonnes idées et de volonté politique de faire une bonne chose
pour tous les citoyens de tous les pays d'Afrique. Ce sont des échanges qui vont nous permettre de s'enrichir mutuellement et de pouvoir booster l'éducation au niveau de nos pays. Les résultats des travaux de cette 9e conférence régionale sur l'éducation à Grand Bassam seront connus au soir du 9 novembre prochain. C'est la 2e fois en 20 ans que la Côte d'Ivoire abrite ses assises. Autre assise, c'est la 6e édition du colloque international du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées. L'inspecteur général d'État Théophile Awandoli était à ce rendez-vous, nous dit Alexis Ouedraogo. L'inspecteur général d'État de Côte d'Ivoire était des 22 au 28 octobre dernier en mission à Nouakchott, Mauritanie, puis à Dakar, au Sénégal. À Nouakchott, Théophile Awandoli a pris part au colloque international du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées, FIGE. Autour du thème « La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption au service du développement et de la sécurité », le colloque a permis à l'IGE d'inviter les États membres du Forum à la recherche efficace de moyens et stratégies en vue de renforcer le rôle de leur institution en matière de bonne gouvernance. La rencontre, qui en est à sa 6e édition, a vu la tenue de l'Assemblée générale du FIGE. Après la Côte d'Ivoire, c'est désormais la Mauritanie qui tient la présidence de l'institution. La Côte d'Ivoire reste toutefois inscrite comme membre permanent du comité directeur et obtient le poste de direction de l'Institut de formation du Forum. L'une de nos satisfactions est le fonctionnement régulier de notre organisation commune. Nous avons réussi à honorer les différentes échéances. Dans cette même logique, nous avons organisé les 23 et 24 juin 2018 à Abidjan la 8e réunion du comité directeur et un colloque international sur le thème « Quelle inspection générale d'État pour la promotion de la bonne gouvernance en Afrique ». Ces colloques ont permis d'identifier des pistes de réflexion sur les stratégies de lutte contre la corruption, ainsi que les voies et moyens qui devraient permettre aux inspections générales d'État africaines et autres institutions assimilées de mieux contribuer à la promotion de la bonne gouvernance. À Dakar, l'inspecteur général d'État a eu une séance de travail avec son homologue du Sénégal, rencontre qui a porté sur le fonctionnement des 2 structures dans les différents pays, moment aussi de partage d'expériences en matière de contrôle interne. Et au niveau des droits de l'homme, le secrétariat d'État renforce les capacités de son personnel. Après la formation, les membres de ce bureau ont mieux compris les thématiques liées à la question des droits de l'homme et ses implications. Laurent Sacho et Moussa Konaté. Les notions de droits de l'homme ont été l'objet d'un atelier de formation au secrétariat d'État chargé des droits de l'homme auprès du ministère de la Justice et des droits de l'homme. Occasion pour le premier responsable du secrétariat, Emeze Beyou, de faire la distinction entre violation des droits de l'homme et l'atteinte aux droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Généralement, quand on parle de violation des droits de l'homme, les gens font une confusion entre la violation des droits de l'homme qui émane des autorités de l'État et des démembrements de l'État. C'est le fait que, par exemple, l'État a l'obligation de mettre toutes les structures en place pour que tout individu ait droit à l'éducation, tout enfant ait droit à l'éducation. Si les structures n'ont pas été mises en place, on considère que l'État viole les droits des personnes et les atteintes aux droits de l'homme, les atteintes aux droits d'un individu. Et c'est cette différence que le secrétariat même s'approprie, n'est-ce pas, pour mieux accomplir ses missions. Maître Drissa Traoré, formateur du jour, a axé son intervention sur les notions rudimentaires des droits de l'homme, ses caractéristiques, mais également sur la transversalité des droits de l'homme. Les droits de l'homme, à l'origine, dans les années 60, avaient été divisés en 2 générations, c'est-à-dire que les droits civils et politiques et puis les droits socio-économiques et culturels. Mais aujourd'hui, nous avons une 3e génération, qui est les droits de la solidarité, donc le droit à la paix, un environnement sain. Et puis, il y a une 4e génération de droits, surtout pour les personnes, les couches défavorables, les femmes, les vieux et les personnes handicapées. Donc, chaque pays est amené à implémenter l'ensemble des générations. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme a pour mission de veiller à la promotion et à la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire.
Le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, a représenté la Côte d'Ivoire à la conférence ministérielle Italie-Afrique à Rome. Cette conférence est un cadre d'échange sur des problématiques socio-économiques. Elle réunit plusieurs ministres africains. En marge de cette conférence, le ministre Ali Koulibaly a rencontré des personnalités. Nous vous proposons un extrait. Nous avons évoqué la coopération existant entre cette institution dont on ne souligne jamais assez l'importance et la Côte d'Ivoire, un pays qui a la réputation d'être un grand pays agricole. Nos entretiens ont porté sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour renforcer cette coopération, notamment sur un sujet d'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire la migration. Pour le développement de l'agriculture, nous avons besoin de main-d'œuvre et nous avons besoin de notre jeunesse et la FAO peut apporter un appui considérable pour que nous puissions, à travers l'agriculture, créer les conditions d'un épanouissement pour notre jeunesse. Voilà, c'était le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur à la conférence ministérielle Italie-Afrique à Rome. Dans l'actualité culturelle, l'Abissa spéciale est prévue le samedi 10 novembre prochain à Grand Bassam. Mais avant, une cérémonie de purification de la place Abissa a eu lieu ce mercredi. Le point avec Issayo Tchona. Grand Bassam, place de l'Abissa ce mercredi. Les commiats accompagnés des notables du roi sont en pleine communion avec les esprits. Objectif: conjurer le mauvais sort après le vandalisme et la souillure de l'espace par des jeunes en colère. Moutons, poulets, des œufs, bref, tous les ingrédients sacrificiels sont réunis pour implorer les manes des ancêtres afin que l'Abissa spéciale se passe dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, les manes ont accepté parce que la purification a réussi. Ça a été clair. Le poulet, ce qu'on a demandé aux jeunes, c'est ce qu'ils ont fait. Et nous avons fait le travail que les jeunes ont demandé. Parce que c'est leur travail qu'on suit. Ce qu'on nous dit de faire, c'est ce qu'on suit. La route qu'on a suivie, ça a été clair. Et ils ont accepté. Je dis maintenant, il n'y a plus de problème comme malheur à Grand Bassam ici. L'Abissa est un moment de partage, de fraternité et de cohésion sociale. La séance de purification vient renforcer le vivre ensemble entre les fils et filles du peuple Nzima Kotoko. Il faut faire confiance à la sagesse d'Nzima pour trouver une solution à la situation qui se présente actuellement. Nous trouverons une solution à nos contradictions qui sont inhérentes à l'existence de toute société. L'essentiel, c'est de pouvoir trouver les forces nécessaires pour pouvoir résoudre ces conflits internes. Et je pense que nous serons en mesure de le faire. Que c'est une manifestation importante car au-delà de l'aspect physique, c'est aussi un appel à la population pour taire les rancœurs. C'est-à-dire c'est aussi un appel au nettoyage des esprits, au nettoyage des cœurs pour que tous les cœurs soient débarrassés de toute rancœur, soient débarrassés de toute colère, pour que les génies protecteurs de la place et de la communauté puissent s'exprimer et les protéger. L'Abissa spéciale est prévue ce samedi 10 novembre de 16h à 18h à Grand Bassam. Et l'actualité internationale de ce 20h nous conduit à Madagascar, aux États-Unis et au Cameroun. Au Cameroun, où 79 élèves enlevés dans la région du nord-ouest du pays ont été libérés aujourd'hui. Olivier Iriebi et Kolo Koulibaly. Les autorités camerounaises ont annoncé ce mercredi la libération des 79 élèves enlevés lundi dans une école presbytérienne de Bamenda, chef-lieu de la région anglophone du Cameroun. Mais pas de nouvelles pour les 3 membres de l'encadrement de l'établissement enlevés avec eux le même jour. Les conditions dans lesquelles la libération de ces enfants a été obtenue n'ont pas encore été précisées par le gouvernement.
La libération de ces écoliers intervient un jour après la prestation de serment de Paul Biya. Environ 10 millions d'électeurs votent ce mercredi à Madagascar pour le premier tour de l'élection présidentielle. 36 candidats sont en lice, parmi eux 4 ex-présidents, 3 anciens ministres, des pasteurs et un artiste chanteur. Une élection test pour le pays régulièrement agité par des crises post-électorales. Les observateurs nationaux et internationaux espèrent un scrutin crédible et transparent afin d'apporter la légitimité nécessaire aux vainqueurs pour la stabilité du pays. La Chambre des représentants du Congrès américain est passée sous le contrôle des démocrates à l'issue des élections de mi-mandat tenues hier. Le Sénat est resté aux mains des républicains. Le Parti démocrate a pris le contrôle de la Chambre des représentants avec 229 sièges contre 206 pour les républicains. Par contre, les républicains conservent le contrôle du Sénat américain avec 53 sièges contre 43 pour les démocrates. Le président Trump a salué la victoire des démocrates à la Chambre, résultat qualifié par les démocrates de victoire historique pour l'équilibre des pouvoirs. Et voilà, ainsi s'achève ce 20h. On se retrouve demain. Très bonne soirée à tous.